aujourd'hui de la place de l'intelligence artificielle dans le diagnostic précoce de la spondylarthrite. Alors c'est un sujet d'actualité et ça n'a rien à voir avec la science-fiction, c'est vraiment on est dans l'hyperréalisme. Vous savez qu'actuellement le gouvernement marocain donne une grande importance à la transition numérique. Et dans ce gouvernement, il y a une dame qui est Madame Rita Mzoul, qui est la ministre chargée de ce portefeuille et qui est experte en intelligence artificielle. Et ce qui concerne, il y a tout un arsenal juridique qui est en train de s'installer avec la publication dans les bulletins officiels de tout ce qui est sécurité des systèmes d'information au Maroc. Il y a tout ce qui est en rapport avec la signature numérique, les cachets numériques. Tout ça, ça va venir. Certains systèmes d'information hospitaliers, notamment celui par exemple de Rabat, ils ont la possibilité d'acquérir un module spécifique par exemple pour l'exploitation de l'intelligence artificielle. Et en ce qui concerne les rhumatologues, déjà il y a 2 ans, l'Orgosec qui travaille également énormément sur ce sujet, avait publié les recommandations qui concernent en fait comment le rhumatologue doit interagir avec un futur qui est très très proche. Et vous voyez tout à fait en bas, il y a un item qui est réservé à la formation, c'est-à-dire qu'il faut faire de la promotion et de la formation et accompagner les futurs médecins rhumatologues parce que ça va venir très très bientôt et il faut vraiment qu'ils soient sensibilisés vis-à-vis d'un certain nombre d'éléments critiques en ce qui concerne surtout la préservation de la vie personnelle des patients parce que c'est des données qui risquent d'être un peu retrouvées partout. Il faut vraiment verrouiller tout ça. Alors, l'intelligence artificielle, ça fait partie d'une sorte d'une énorme nébuleuse sous un vocal de ce qu'on appelle la santé digitale ou bien la e-santé. C'est là où on retrouve un peu la robotique, la télémédecine, le téléconseil, les objets connectés et qui font tous appel au développement de la technologie de l'information et de la communication. On voit actuellement qu'avec la fibre optique, avec la 5G, on a une grande possibilité d'avoir des interconnexions. Alors, pour l'intelligence artificielle, on va voir qu'il trouve une place de plus en plus importante en médecine, surtout dans l'imagerie. Et on va voir peut-être disparaître, malheureusement, les premiers qui vont disparaître, c'est surtout les dermatologues suivis par les radiologues. Parce que là où il y a de l'imagerie, on a de l'intelligence artificielle derrière. Alors pour avoir de l'intelligence artificielle, il faut des données, mais beaucoup de données, ce qu'on appelle les big data, c'est-à-dire qu'il faut avoir énormément de données et il faut de très bons ingénieurs informaticiens. C'est ce qu'on appelle actuellement, c'est tout à fait une nouvelle discipline qui est en train d'apparaître, qu'on appelle les data science. Les data science, c'est des ingénieurs qui commencent à partir de 24 000 euros par mois de salaire. Et ça peut aller jusqu'à 34 000 euros par mois. C'est des gens qui sont vraiment... c'est le futur. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vont rédiger, écrire les algorithmes pour l'intelligence artificielle. Donc, un peu de sémiologie. C'est quoi déjà l'intelligence? L'intelligence, c'est toutes ces facultés mentales qui permettent de comprendre les choses et les faits, de faire la relation entre eux et d'aboutir à une connaissance conceptuelle et rationnelle. Alors, cette intelligence se perçoit dans l'aptitude à comprendre et à s'adapter facilement à des situations nouvelles. Et dans l'intelligence artificielle, on va essayer de copier sur ce modèle, c'est-à-dire on va essayer de chercher les moyens susceptibles de doter des systèmes d'information, c'est des systèmes informatiques, de capacités intellectuelles qui est comparable à celle des êtres humains. Et que cette intelligence artificielle doit répondre à 2 choses très importantes, être capable d'analyse, une analyse généralement rétrospective, et de prise de décision en prospective. Alors de l'intelligence artificielle, il faut des big data, c'est des données, il faut également des algorithmes et il faut faire
un learning, un machine learning, c'est de l'apprentissage de cette machine. Il faut que la machine apprenne sur une base de données pour qu'il puisse nous aider, nous assister dans notre travail. Alors, qu'est-ce que c'est que les big data? C'est des données. C'est un peu le carburant de l'intelligence artificielle. C'est la quantité nécessaire de ces données doit être vraiment gigantesque. Et les détenteurs de ces big data, c'est Facebook, c'est Amazon, c'est TikTok, c'est les GAFA. Et actuellement, c'est quelque chose qui vaut de l'or. Et l'objectif de l'intelligence artificielle, en fait, de traiter de ces données et d'en tirer des notions intelligibles et pertinentes grâce à des algorithmes dédiés. Donc vous voyez ici comment ça marche. Vous voyez ici un neurone, cette structure cellulaire basique qui reçoit des informations. Il va les traiter au niveau du noyau, au niveau du cytoplasme, et il va renvoyer ou non au niveau de l'axone un signal de manière binaire, comme un transistor. Et puis un neurone artificiel, par mimétisme, va tenter de reproduire le fonctionnement de ce neurone. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vont programmer l'intelligence artificielle, ils vont donner l'opportunité à ce neurone artificiel d'avoir des entrées qu'on appelle X1, X2, X3 qui vont être pondérées, et il y a une réflexion à l'intérieur de la machine qui va finalement qui va nous donner un signal de sortie. Alors ça, c'est vraiment très basique, mais dans l'intelligence artificielle, il faut beaucoup plus que ça. Généralement, il faut des réseaux de neurones qu'on appelle des réseaux de convolution. Donc, vous voyez ici là, un réseau simple, vraiment unitaire et basique. On a toujours 3 couches. Il y a une couche d'entrée, c'est là où on va entrer les données. Et il y a une couche qui est intermédiaire, qui est cachée, qu'on appelle la black box, parce que généralement, quand on fait de l'intelligence artificielle, on ne sait pas comment la machine il fait pour faire sortir le résultat. Et vous avez enfin, vous avez la couche de sortie qui donne la réponse. Alors pour comprendre, c'est-à-dire que je peux donner par exemple une image, je vais montrer une image après un apprentissage. Donc là, il y aura une réflexion à l'intérieur du neurone. Et par la suite, on a l'équivalent de la verbalisation, c'est-à-dire la réponse à la question qui va vous dire quel est le nom de cette personne. Alors, dans la vie de tous les jours, généralement, on travaille avec des réseaux des multicouches, qui sont en fait, c'est des couches qui peuvent parler généralement à des centaines, voire des milliers de couches, et on utilise jusqu'à des réseaux qui comprennent 100 000, voire plusieurs millions de réseaux. C'est grâce à ça qu'on arrive à faire vraiment l'apprentissage ou bien le deep learning de la machine. Alors, comment ça marche ce deep learning? Vous avez ici un exemple, c'est-à-dire vous avez ici un réseau multicouche. Vous avez l'apprentissage qui a été effectué sur une base de données qui comprend des centaines de milliers, voire des millions de photos. Et ici, la question étant de chercher dans cette base de données, dans ce big data, un animal qui a des oreilles avec un nez qui est triangulaire, des yeux en amande avec une moustache. Et l'intelligence artificielle va nous dire, voilà, il s'agit d'un chat à travers la base de données qu'il a apprise. Alors, pour comprendre un peu des exemples de deep learning, vous avez ici Google qui a mis dans le cadre d'un grand projet qu'il appelle AlphaGo, c'est-à-dire qu'ils ont donné l'AlphaGo, le Go, c'est un jeu qui ressemble un peu au jeu des échecs, sauf que ici les combinaisons dans ce jeu, c'est beaucoup plus compliqué que les échecs. Et donc, ils ont pris presque 30 millions de mouvements d'experts qu'ils ont injectés dans la machine. Enfin, la machine, c'est un ordinateur. Et puis, l'ordinateur, grâce à un algorithme, il a commencé à faire de l'auto-apprentissage. Et il a pu arriver carrément à la création de stratégies nouvelles qui ne sont pas connues en fait, des joueurs professionnels.
Et grâce à ça, il a pu vaincre le champion européen de Go. Vous voyez, il a été battu à 5-0 en partie lente et à 3-2 en partie rapide. D'accord. Et dans le domaine médical, par exemple, en oncologie, ça c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Dans les services d'oncologie, ils ont maintenant certaines solutions comme le Watson. C'est une base de données bibliographique qui permet aux oncologues de les assister dans la prise en charge des patients qui ont des pathologies cancéreuses en oncologie. Et on voit bien le glissement des RCP avec l'invitation de l'intelligence artificielle dans la prise des décisions thérapeutiques, ou bien toujours avec Google qui ont développé un algorithme qui a permis, à partir d'un apprentissage de fond d'œil, de rétine, ce sont des images de rétine, 130 000 images de rétine qui ont été annotées par les ophtalmologues, des rétines de patients normaux, des patients qui ont des rétinopathies hypertensives, diabétiques. Et à partir, maintenant, vous montrez un fond d'œil à la machine, il permet de vous dire, voilà le diagnostic. Mais ce qui est impressionnant, parce que c'est ce qui se passe en fait dans cette zone de la black box, c'est-à-dire il permet de vous dire à peu près l'âge du patient, il peut prédire le sexe, il peut même dire si le patient est tabagique ou non, est-ce qu'il a des facteurs de risque cardiovasculaire, alors sur une simple image d'un fond d'œil. Alors, maintenant, pour aborder la partie rhumatologique qui nous intéresse, dans cet apprentissage, ce deep learning ou de machine learning, ce qui intéresse le médecin, c'est-à-dire que le résultat donné par l'intelligence artificielle, il faut que ça soit pertinent et qu'il y ait une certaine validité dans la mesure. C'est ça, c'est bien fait. Donc vous connaissez très très bien les critères d'un bon test diagnostique. Il faut qu'il soit sensible, il faut qu'il soit spécifique. Mais vous allez voir ici, parce que je vais en parler tout à l'heure dans mon topo, c'est l'air sous la courbe. Alors l'air sous la courbe, en fait, ça traduit un peu la sensibilité en fonction de 1 moins la spécificité. Et ça va donner cette courbe que vous connaissez très très bien. Et donc, quand on va s'intéresser à l'air sous la courbe ROC, ben, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la probabilité que parmi 2 sujets, choisis au hasard, un patient qui est malade et l'autre qui est sain, la valeur de ce marqueur qui nous intéresse, il soit plus élevé pour le patient, il faut qu'il soit normal pour le sujet sain. En d'autres termes, vous voyez la ligne de démarcation, c'est cette ligne en pointillé qui est rouge. Si l'air sous la courbe est égal à 0,5 ou bien à 50%, on peut dire que le marqueur est non informatif et qu'il devient performant plus on avance au-dessus de cette ligne et qu'on s'approche vers le chiffre 1 qui est 100%, qui est vraiment les capacités discriminatoires qui ne peuvent pas bien sûr dépasser à 100%. Et on dit que le test est vraiment excellent et performant lorsqu'il s'approche du chiffre 1. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va revenir. Alors maintenant, quel est le lien avec la spondylarthrite et l'intelligence artificielle? Donc vous voyez ici les différents critères diagnostiques de la spondylarthrite à travers le temps. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas encore résolu, c'est toujours un problème difficile. Tout est centré autour du diagnostic, oui ou non, est-ce qu'il y a une sacroélite. Bien sûr, dans les critères ASAS, maintenant nous avons un bras HLA-B27, mais ce n'est pas vraiment évident comme quand vous connaissez ce que dans la spondylarthrite, la sacroïlite n'est pas là au moment du diagnostic d'une rachialgie inflammatoire. Ça peut donner généralement, chez la grande majorité des patients, entre 5 et 7 ans pour voir une sacroïlite radiologique. Bien sûr, je parle des radiographies standards. Et puis, il y a un petit contingent de patients qui ont de véritables spondylarthrites, mais qui ne font jamais de sacroélite. Et dans la cohorte DÉSIR, où les radiographies qui ont été effectuées chez des patients dans cette cohorte, il y avait une lecture des radiographies qui a été faite dans les centres d'investigation au local, mais il y avait une deuxième lecture qui a été faite dans le central par 2 radiologues experts. Et dans ce travail, ils sont allés chercher, voir le degré de concordance entre la lecture locale et la lecture centrale.
et en regardant un peu la valeur kappa, qui est le coefficient de concordance. Et je vous montre ici en fait, que lorsqu'on a un chiffre qui est inférieur à 0,4, c'est-à-dire qu'on a une mauvaise concordance. Ce sont ici qu'il s'agit de rhumatologues, il s'agit de radiologues qui ont fait une lecture. Et il suffit de donner, selon les critères de New York, est-ce que les radiographies sont normales? Est-ce qu'il y a une sacroiliite douteuse, évidente, ou bien il y a une fusion des sacroiliaques? Et quand on voit ici le degré de concordance, vous voyez qu'on est autour d'un coefficient, alors ça passe pas. Voilà, donc on a un coefficient kappa qui est de 0,4. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre la lecture locale dans les hôpitaux et la lecture centrale. Et grosso modo, il y a une grande proportion de patients qui ont été diagnostiqués comme atteints de spondylarthrite localement et ça n'a pas été confirmé dans la lecture centrale, c'est-à-dire des faux positifs. En fait, il y avait 183 patients atteints de sacroiliite évidente et finalement 73 ont été évalués comme négatifs par la lecture centrale. Donc on voit un peu les difficultés dans la lecture des sacroilites, chose qu'on voit également dans les spondylarthrites débutantes ou bien dans les spondylarthrites juvéniles. Et c'est la raison pour laquelle peut-être l'intelligence artificielle peut aider, assister le médecin dans le diagnostic précoce de la sacroilite. Donc ce que j'ai trouvé dans la littérature, ce sont des travaux pour le moment de recherche. Ce n'est pas encore applicable au quotidien pour le travail. Donc il y a trois travaux. Le premier travail est un travail d'une équipe allemande qui a pu développer des algorithmes qui ont un réseau de neurones artificiels qu'il appelle le projet HOROS. Donc vous avez ici le site web de ce projet pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Alors, ils ont mis un algorithme qui permet la détection de sacroilites radiographiques dans la spondylarthrite axiale. Donc, c'est le projet le plus avancé actuellement dans le diagnostic des sacroilites radiologiques. Donc, ils ont fait un apprentissage grâce à une base de données des registres. Ils ont un registre proof, la cohorte GSPIC, et sur un certain nombre de sacroiliaques. Donc il y avait des sacroiliaques normales, des sacroiliaques pathologiques, et il y avait dans le GSPIC, ils ont gardé les sacroiliaques pathologiques pour les données test, pour l'apprentissage de la machine. Donc vous voyez un peu c'est un peu long pour le passage. Donc vous voyez ici, ce que je vois sur mon écran est un peu différent. Voilà, c'est arrivé. Il y a une latence. Donc ça, c'est le flux de la sélection des cas issus pour la formation et la validation et l'ensemble test. Donc c'est pas ça le plus important. Ça, c'est la partie qui intéresse en fait les ingénieurs. Donc vous voyez ici, ça va venir. Donc ils ont fait un peu, ils ont pris les images qu'ils ont numérisé sous forme un format de DICOM qui est connu par des radiologues, qui est utilisé dans l'imagerie médicale. Et ils ont donné ces images à un supercalculateur qui est à Berlin, dans un institut de recherche dans les sciences de la santé. Et ce réseau de neurones a été entraîné sur ces données issues des sacroiliaques. Je crois qu'il va s'arrêter là. Donc il y avait plus de 1,28 million d'images. J'espère qu'il ne va pas s'éteindre. Voilà. C'était prévisible. Donc finalement, dans ce projet HOROS, vous avez il montrait en fait à la machine, vous voyez un peu à gauche, ce sont les vrais sacroilites. Donc il leur montre un peu la région of interest pour qu'ils se focalisent sur la région des sacroiliaques. Il leur montre
À gauche, voilà les fosses sacro-élites. Donc la machine, après cet apprentissage, il va démarrer un auto-apprentissage. C'est ça ce qu'on appelle le deep learning. Et vous voyez ici le résultat de ce test, c'est-à-dire le degré de concordance entre le radiologue et la machine. On voit sur la courbe ROC, il est à 0,97. C'est-à-dire qu'on s'approche vraiment de l'excellence vis-à-vis de ce test dans la détection précoce de ces spondylarthrites. Donc j'ai ici une vidéo. Donc ce que j'ai fait, vous voyez ici tout à fait en haut, vous avez l'application qui a été mise en ligne de manière tout à fait gracieuse pour l'utilisation des médecins, mais pour un usage vraiment de recherche. On ne peut pas l'appliquer pour les médecins. Que vous pouvez, il n'est pas téléchargeable sur les stores. Il faut vraiment, là, c'est un site web. Et j'ai pris cette image-là, où il y a une sacroiliite évidente, et je vais vous montrer, j'ai uploadé l'image sur cette application. Donc, en haut, ils ont écrit que ce n'est pas encore pour l'utilisation courante en médecine, c'est uniquement pour la recherche. Donc ici, l'image qui a été uploadée va partir vers ce super ordinateur qui est situé à Berlin. Il est en train de mouliner, là. On se fait l'analyse de l'image que j'ai uploadée à partir du négatoscope. Et il va me donner la probabilité qu'il y ait une sacroélite. C'est ça qui est l'objectif de la manœuvre. Donc là, il donne, selon les critères de New York, que la probabilité est de 0,72, que c'est une sacroélite, et qu'il va donner, voilà, la probabilité c'est 85% que ce soit une sacroélite et 14% que ce soit une fausse sacroélite. Et on voit bien ici que la machine arrive à trouver la région d'intérêt au niveau de la sacro-iliaque. Pour le moment, ça peut paraître un peu récréatif, mais je crois que avec le temps, ça va évoluer vers la perfection de ce genre de technique. Alors, je ne sais pas pour passer. La suivante. Il y a une latence, je m'excuse. Alors, le deuxième travail, ça a été fait sur les scanners des sacroïdes, c'est les scanners lombaires, en fait. Ça, c'est un travail qui a été effectué dans l'université hébraïque de Jérusalem par une équipe israélienne. En fait, il s'agissait de faire un algorithme pour les patients qui arrivent dans un service de radiologie pour faire des scanners lombaires et dans lesquels les radiologues ont l'habitude de faire des acquisitions un peu plus basses vers la région du bassin. Et s'il y a une sacroélite, il faut que l'intelligence artificielle puisse donner le warning comme quoi il y a une sacroélite. Parce que généralement, dans la lecture, les radiologues vont s'intéresser beaucoup plus à la région lombaire. Donc, l'apprentissage a été effectué sur 484 scanners des sacro-iliaques. Je vais vous montrer ici. Donc, vous avez ici c'est la partie informatique. Ça, c'est tout ce qui est d'ingénierie pour l'algorithme, comment ça marche. Parce que généralement, il faut d'abord que la machine puisse identifier la colonne vertébrale, identifier le sacrum, identifier par la suite les os iliaques et enfin la région des sacro-iliaques. Donc voilà comment ça marche. Et après, la machine peut dire est-ce qu'il y a une sacro-ilite ou pas. Et dans ce travail, on voit que la courbe ROC elle est de 0,97 et ils ont pu, dans leur analyse, dire que finalement, l'algorithme il est vraiment capable de faire le diagnostic, surtout des sacroilites qu'on peut découvrir de manière fortuite. Et le même travail il est utilisé surtout dans les scanners qu'on effectue aux urgences, surtout les scanners cérébraux. Alors, il y a des algorithmes qui permettent de détecter éventuellement des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques ou ischémiques. Et le radiologue qui est d'astreinte peut recevoir un warning sur son smartphone, comme quoi dans le lot des scanners qui passent aux urgences, il y a par exemple ce genre
d'urgence médicale et ce sont des clichés qu'il faut lire vraiment en priorité. Alors en dernier, j'ai trouvé finalement le dernier travail où il y a une machine learning qui a permis de faire la détection des sacroilites sur des IRM. Et c'est un travail qui vient de la Chine. Ils ont fait un apprentissage sur 815 images, 60 cas de patients qui ont une spondylarthrite, 19 qui c'est des sujets sains. Les images ont été des acquisitions coronales obliques en T2 et la machine était capable de détecter la région où il y a de l'œdème, qui est enfin, le témoin de l'inflammation. Donc vous voyez les régions d'intérêt, en rouge c'est le sacrum, en vert, pardon, c'est le sacrum, en rouge, c'est l'os iliaque, et en jaune, ils ont montré la région où il y a de l'œdème. Et donc la machine, il a suffi qu'il fasse son auto-apprentissage. Ça va très très vite, mais voilà le réseau neuronal, c'est le ResNet qui a été dédié pour ce travail, pour la détection de l'œdème osseux. Et on a également ici, en termes de validation, il y a une latence, voilà. Donc sur la courbe ROC, on est presque à 0,98, c'est-à-dire que la machine ne rate à aucun cas la présence des sacroilites sur les images. Donc tout ça, ça permet en fait d'avoir une aide aux médecins. Alors que penser de tout ça? Nous sommes vraiment, on est passé maintenant à la médecine 3.0, tout est informatisé. C'est sûr que ça va être une aide au diagnostic. Ça va vite. Tout le monde parle de 2045, qui est l'année de la singularité, même si Aristide ne croit pas énormément, c'est ça. C'est le jour où la machine va peut-être faire aussi bien que l'intelligence humaine. Donc il y a plusieurs métiers qui vont peut-être disparaître. Les radiologues, les dermatologues. Parmi les grands challenges actuellement en ce qui concerne la digitalisation dans la santé, c'est surtout la préservation de la vie privée des patients. Parce que les gens, un jour, ils vont se retrouver en fait devant un entretien d'embauche où le mec devant, il a toute votre vie et va écarter les malades, les patients, les jeunes qui ont des problèmes de santé. Mais je crois qu'on va terminer sur une note d'optimisme parce que ces technologies vont en fait faire gagner du temps aux médecins. C'est des parties qu'on va peut-être déléguer à la machine et ce temps, on va le réinvestir peut-être dans l'humanisation des soins, dans l'écoute, le soutien et dans la recherche. J'espère que... Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Niemen, Merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Niemen, pour cette très belle présentation.